Bonjour et bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire numéro 5. Donc, on va vous présenter en fait les évolutions de la nouvelle loi santé au travail. Donc, on est conscient en fait que la loi traite de plusieurs sujets majeurs. On a volontairement fait le choix de traiter tout ce qui va toucher l'évaluation et la prévention des risques et aussi l'accompagnement de votre service de prévention et de santé au travail. Donc voilà, la loi traite d'autres volets, mais sur un format webinaire, on ne pouvait pas tout traiter. Et également, même si elle est sortie en août dernier, en fait, l'ensemble des décrets d'application ne sont pas tous sortis. Voilà, il y a peut-être, on va vous donner des pistes de lecture, mais il y a encore des éléments qui sont en cours de rédaction, de validation. Voilà, on essaiera de vous donner en tout cas tous ces éléments-là. Bienvenue à vous. Donc, je me présente, je suis Vincent Garneau, je suis chargé de mission santé-sécurité pour la Chambre de commerce Occitanie. Et du coup, j'animerai aujourd'hui ce webinaire avec ma collègue du Gard, donc Priscille Julien. Ces webinaires santé-sécurité, ils sont organisés avec un partenariat de DRETS Occitanie. L'objectif est bien évidemment de vous présenter des thématiques d'actualité, voilà, et aussi tout ce qui va toucher autour du plan régional santé-travail. C'est un partenariat donc, qui est mené avec les 13 CCI territoriales. Donc le sujet du jour, voilà, qu'est-ce qui change avec la nouvelle loi santé-travail? Donc avec vraiment un focus sur tout ce qui est évaluation et prévention des risques professionnels. Donc ça vous sera présenté par Stéphane Talino, donc de la DRETS Occitanie. Et le second volet, donc tout ce qui change au niveau du service de prévention et de santé au travail, donc c'est le docteur Bernal Thomas, donc qui fait également partie médecin inspecteur à la DRETS Occitanie. Voilà, deux parties pour ce webinaire. La partie suivante sera consacrée aux questions-réponses. Et ensuite, voilà, si on vous mobilisera quelques minutes pour répondre, comme habituellement, à notre questionnaire de satisfaction. Donc, comme je l'ai dit en introduction, vous retrouverez donc l'ensemble du support et l'enregistrement après ce webinaire. Voilà, mais écoutez, sans plus attendre, je passe la parole donc à Madame Talino et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Monsieur Garneau de me donner la parole. Bonjour à tous. Je me présente. Donc, je suis Stéphane Talino. Je suis responsable de l'appui juridique et du contentieux au sein de la DRETS Occitanie. Alors, en quelques mots, mon service apporte un appui juridique et technique au service d'inspection du travail et assure l'instruction des contentieux administratifs sur les décisions prises par les inspecteurs du travail pour la région Occitanie. J'ai la belle mission ce jour de vous présenter les changements imposés par la loi dite santé au travail et notamment ses impacts sur l'évaluation des risques professionnels. Alors, comme l'a dit Monsieur Garneau, la loi santé au travail, c'est une loi qui touche de nombreux champs de la réglementation du travail. Je me contenterai ce jour de vous présenter les nouveautés relatives au document unique d'évaluation des risques, aux modifications qui affectent le comité social et économique. Et je vous présenterai également ce qu'est le passeport de prévention, qui est une nouveauté créée par la loi santé au travail. Alors, je vous propose de commencer par le document unique d'évaluation des risques, avec quelques généralités dans un premier temps. Alors, l'évaluation des risques n'est pas un concept nouveau, le document unique non plus, puisque l'obligation qui pèse sur les entreprises de transcrire leur évaluation des risques dans un document date d'il y a plus de 20 ans. La transcription est obligatoire dans toutes les entreprises qui emploient au moins un salarié depuis le 5 novembre 2001. Alors, l'évaluation des risques, vous le savez, elle constitue une étape cruciale dans la démarche de prévention. Elle en est même le point de départ parce qu'il s'agit de procéder à l'identification, l'analyse, le classement, bref, l'inventaire des risques professionnels qui sont présents dans l'entreprise par unité de travail. Mais elle consiste également à définir les actions de prévention qui sont les plus appropriées en réponse à ces risques identifiés. Donc, cet inventaire doit être intégré dans un document unique. Donc,
ça depuis 2001. Je me suis permise de vous rappeler que l'absence de documents uniques constatée aujourd'hui par les services de contrôle dans les entreprises pourrait faire l'objet de sanctions mises en œuvre par les services d'inspection du travail. Venons-en peut-être aux modifications apportées par la loi santé au travail et ce qu'il faut retenir de ces modifications. Donc la loi, elle va impacter le document unique sur plusieurs de ses champs. Dans certains cas, il va s'agir de modifications importantes parce qu'on s'inscrit dans un nouvel esprit. Et pour certains cas, il s'agit d'un renforcement d'une logique qui existait déjà, avec des modifications plus à la marge. Donc ces modifications, elles vont toucher l'élaboration du document unique, les résultats de l'évaluation, la mise à jour du document unique, la conservation de ce document et sa mise à disposition et sa transmission. Concernant l'élaboration du document unique, je vous indique qu'il y a des modifications qui affectent cette élaboration parce que la loi vise et précise que l'employeur, qui a toujours la charge et la responsabilité de l'évaluation des risques, peut dorénavant s'appuyer sur d'autres qui vont lui apporter leur contribution dans sa démarche d'évaluation. La loi précise effectivement qu'apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels, donc le comité social et économique dans le cadre du dialogue social, la commission santé, sécurité et conditions de travail pour les entreprises concernées, le ou les salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, s'ils ont été désignés. Donc, depuis un certain nombre d'années, l'employeur peut désigner des salariés qui ont vocation à gérer les activités de prévention des risques. Ils sont maintenant, avec cette loi, désignés comme contributeurs lorsqu'ils existent dans l'entreprise. L'employeur va pouvoir également demander le concours des services de prévention en santé au travail pour la réalisation de son évaluation. Et les organismes et instances mises en place par la branche pourront accompagner les entreprises également dans l'élaboration de leurs documents. Les branches professionnelles, donc vos branches professionnelles, vont pouvoir apporter leur contribution. Alors, il ne s'agit pas d'une révolution en pratique, parce qu'on constatait déjà que les entreprises faisaient appel à des aides internes ou externes dans leur démarche d'évaluation des risques, mais maintenant c'est inscrit et consacré dans la loi. Comme je vous l'indiquais, les modifications, elles affectent également le résultat de l'évaluation des risques. Alors, là encore, il ne s'agit pas d'un changement significatif, car depuis 2001, la finalité de l'évaluation des risques, une fois que l'inventaire des risques par unité de travail a été réalisé, c'est bien de définir des actions de prévention qui en découlent et de définir les actions qui sont les plus appropriées par rapport aux risques identifiés, soit techniques, soit humaines, soit organisationnelles. Mais manifestement, les constats ont dû démontrer une certaine faiblesse dans les résultats que présentaient les entreprises, puisque l'idée de la loi, c'est d'insister sur la finalité de l'évaluation des risques. Et donc, en ce sens, elle a instauré des obligations particulières. Elle a ajouté effectivement l'obligation de réaliser pour les entreprises qui emploient plus de 50 salariés, un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail que l'usage nommera PAPRIPACT. Et dans les entreprises de moins de 50 salariés, la liste des actions de prévention des risques et de protection des salariés. Je profite de ce moment pour faire peut-être un petit focus sur le contenu de ce PAPRIPACT. Voilà, c'est ça. Donc, ce PAPRIPACT doit à la fois fixer la liste détaillée des mesures qui seront prises au cours de l'année à venir. Donc, évidemment, ce sont des mesures qui viendront en réponse aux risques identifiés. Pour chacune de ces mesures, ses conditions d'exécution, les indicateurs de résultats et l'estimation de son coût. Le PAPRIPACT doit également contenir l'identification des ressources que l'entreprise va mobiliser pour la mise en œuvre de ces mesures et doit également préciser le calendrier de mise en œuvre. Donc, on voit bien qu'on est sur une idée, qu'on a vocation à structurer la démarche d'évaluation des risques. Autre modification importante porte sur la mise à jour.
la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Monsieur Garnouille, voilà. Donc, le changement important à retenir, c'est l'exonération complète des TPE de l'obligation de mettre à jour annuellement leur document unique d'évaluation des risques. C'est-à-dire que maintenant, les entreprises de moins de 11 salariés sont exonérées de la mise à jour annuelle. Pour autant, elles ne sont pas exonérées des autres conditions de mise à jour qui, elles, vont concerner toutes les entreprises. Alors, ces conditions, ce sont à peu près les mêmes que celles qui existaient précédemment. Elles ont été un petit peu toilettées puisqu'il y avait des références à des articles du code qui n'étaient plus forcément en vigueur et on élargit par ailleurs un certain angle de vue, mais il n'y a pas de changement significatif. Donc, les autres conditions de mise à jour sont toute décision d'aménagement important qui vont venir modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou lorsqu'une information supplémentaire qui intéresse l'évaluation des risques est portée à la connaissance de l'employeur. Donc, ces deux conditions-là, toute entreprise, qu'elle emploie moins de 11 ou plus de 11 salariés, doit mettre à jour son document lorsqu'elle y est confrontée. La mise à jour du document, elle va concerner le document unique lui-même, mais elle va également concerner le résultat de cette évaluation des risques instaurée par la loi du 2 août. On est toujours dans cette idée d'insister sur la finalité de l'évaluation des risques. Donc, pour répondre à son obligation de mise à jour, l'employeur, il doit non seulement mettre à jour le document unique, mais il doit également mettre à jour, dans les entreprises de plus de 50, ce fameux PAPRI Pacte, donc le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, mais également dans les entreprises de moins de 50, cette liste des actions de prévention des risques de protection des salariés. La modification portant sur la conservation du document unique est, à mon sens, l'une des grandes modifications apportées par la loi du 2 août, car cette loi instaure une nouvelle fonction au document unique d'évaluation des risques. Il était jusqu'alors un outil qui était conçu pour répertorier l'ensemble des risques professionnels auxquels étaient exposés les salariés. Il est dorénavant en plus un outil de traçabilité collective. Et de cette traçabilité collective va découler une obligation d'archivage et de conservation. C'est-à-dire que chacune des versions du document doit être conservée pendant 40 ans. Alors, ces dispositions, elles vont s'appliquer aux versions du document unique d'évaluation des risques qui sont en vigueur à partir du 31 mars 2022 et postérieur. C'est-à-dire que tous les documents uniques mis à jour ou en vigueur avant le 31 mars ne sont pas couverts par cette obligation de conservation. Cette conservation, elle s'effectue sur un portail numérique. Donc, effectivement, le document, il va faire l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique, donc avec des exigences de temporalité pour les entreprises de plus de 150 salariés au 1er juillet 2023 et pour les entreprises de moins de 150 salariés à compter du 1er juillet 2024. Dans l'attente de la création de ces portails numériques, la conservation doit quand même être assurée, soit sous format papier, soit sous format dématérialisé. Concernant encore ce portail numérique, je vous dis quelques mots du calendrier de mise en place. La loi du 2 août a prévu que ces portails numériques seraient administrés par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives. La loi leur impose des impératifs qui est notamment de préserver la confidentialité des données contenues dans le document unique d'évaluation des risques et de limiter l'accès avec une procédure d'identification sécurisée. Donc, pour la mise en place de ce portail, il était demandé aux organisations professionnelles de faire leurs propositions de cahier des charges sur les conditions de déploiement, sur le fonctionnement de ce portail jusqu'au 31 mai, donc de déposer leurs propositions et de les transmettre au ministre au 31 mai. Et également cahier des charges qui prévoyait les statuts de l'organisme gestionnaire du portail. Donc, on a passé cette date.
La copie a été rendue au ministre et on est dans la phase de consultation. Donc, la Commission nationale informatique et liberté doit, elle également, donner son avis. Elle doit donner un avis conforme, c'est-à-dire que si la CNIL émet des réserves, le ministère ne pourra pas donner d'agrément à la proposition faite par les organisations professionnelles. Et à défaut d'agrément au 30 septembre 2022, c'est le gouvernement qui reprendra la main sur l'élaboration de ce portail. Donc à ce stade, on n'a pas vraiment plus d'informations sur les modalités pratiques de fonctionnement du portail, ce qui va avoir des conséquences sur les conditions de mise à disposition. On est encore un peu dans le flou, il faut que tout ça se mette en place encore dans quelques semaines. Alors justement, la mise à disposition, donc on n'a pas de réel changement pour la mise à disposition du document unique en cours aux travailleurs présents dans l'entreprise et aux membres du CSE, car c'était déjà le cas précédemment. Le changement pour, en tout cas, la mise à disposition aux acteurs internes à l'entreprise, le changement, il va concerner une mise à disposition aux anciens travailleurs. Parce que va devoir leur être remis la version qui va les concerner au moment de leur présence dans l'entreprise et pour les unités de travail qui correspondent à leur activité. Ça veut dire que ça va nécessiter pour les entreprises une grande précision et un grand sérieux dans la réalisation de leur évaluation par unité de travail, mais ça va également inciter les entreprises à assurer un vrai suivi dans l'affectation des travailleurs aux différentes unités de travail pour qu'elles puissent être en capacité justement de répondre à ces demandes individuelles. On est vraiment là au cœur en fait d'une articulation entre la traçabilité collective qui est assurée par la conservation du document unique d'évaluation des risques et les demandes individuelles d'anciens travailleurs dans le cadre de leur suivi médical individuel. Donc les entreprises, elles vont devoir mettre en place des outils de suivi assez précis pour éviter les difficultés pratiques. À ce stade, on n'a pas encore non plus de réponse très ferme sur les modalités précises de mise à disposition de ces anciennes versions et ce qu'on entend par la mise à disposition. Est-ce qu'on entend un droit d'accès de manière limitative, c'est-à-dire une simple consultation, ou est-ce qu'on entend un droit d'accès plus large en remettant une copie ou en permettant un téléchargement? On ne dispose pas aujourd'hui de ces réponses et de ces détails techniques et les réponses, elles viendront certainement des modalités de fonctionnement du portail numérique. Sur la mise à disposition du document unique aux acteurs externes à l'entreprise. Donc, on a une modification par rapport à avant la loi, puisqu'avant la loi, le document unique devait être remis aux médecins du travail, aux professionnels de santé et aux agents de l'inspection du travail. On a une modification sémantique qui ne sont pas totalement neutres et qui suggèrent un élargissement de la communication à l'ensemble des services. C'est-à-dire que maintenant, ça n'est plus simplement le médecin du travail, mais les services de prévention et de santé au travail. Et c'est plus simplement l'agent de l'inspection du travail, mais les agents du système d'inspection du travail. En pratique, ça ne changera pas vraiment grand-chose, mais on est vraiment sur un élargissement des services. Pas de modification sur la mise à disposition à d'autres agents extérieurs à l'entreprise. C'est la diapositive d'après. Voilà. Les agents des services de prévention et des organismes de sécurité sociale, c'était déjà le cas auparavant. Et les agents des organismes professionnels de santé et de sécurité et des conditions de travail, c'était également déjà le cas. Et aux inspecteurs de radioprotection pour les entreprises qui sont concernées par des risques d'exposition au rayonnement ionisant. À cette mise à disposition s'ajoute l'obligation de transmission du document unique au service de prévention de santé au travail. Donc, cette transmission, elle doit s'effectuer à chaque mise à jour. Ça veut dire qu'elle doit être à minima annuelle pour les entreprises de plus de 11 et qu'elle doit être à chaque mise à jour pour les entreprises employant un effectif inférieur à 11 salariés. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur les modifications importantes sur le document unique. À ce stade, comme vous l'avez compris, il reste quelques points de fonctionnement pratique à éclaircir, et notamment les modalités de fonctionnement du portail numérique qui apporteront certaines réponses sur la mise en œuvre de ces obligations-là. Je vous propose de poursuivre avec les modifications qui affectent le comité social et économique. Donc,
Une distinction est établie entre les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et celles qui emploient plus de 50 salariés, car les attributions du comité social et économique diffèrent en fonction de l'effectif de l'entreprise. Donc, dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, l'esprit de la loi est dans un renforcement du dialogue social, en permettant aux membres du comité, aux membres du CSE d'apporter, comme on l'a dit précédemment, leur contribution à l'évaluation des risques et en obligeant l'employeur à présenter aux membres du CSE la liste des actions de prévention et de protection qu'il a établies. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, on reste dans cette même logique de renforcement du dialogue social avec la contribution des membres du CSE ou de la commission santé, sécurité et conditions de travail à l'évaluation des risques, mais également avec l'obligation dorénavant de consulter le CSE sur le document unique et ses mises à jour et de consulter le CSE sur le contenu du PAPRI Pacte dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'employeur. Donc, on est vraiment sur une logique de consultation récurrente qui s'impose à l'employeur. Les modifications qui affectent le comité social et économique, elles concernent également la formation en santé, sécurité et conditions de travail. Donc, on n'a pas de changement significatif sur l'objet et sur le public visé par la formation. Pour rappel, cette formation, elle est à destination des membres de la délégation du personnel du CSE et à destination du référent harcèlement. L'idée étant de leur donner les moyens d'exercer leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Donc, l'objet de la formation, elle est d'outiller ces membres, ces représentants du personnel, pour qu'ils puissent développer leurs aptitudes à déceler et à mesurer les risques professionnels, pour qu'ils puissent également développer leur capacité d'analyse des conditions de travail, pour qu'il puisse leur être inculquer les méthodes et procéder à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels. Donc, pas de modification sur ce point-là. Le changement va affecter la durée de la formation qui va être augmentée et clarifiée. C'est-à-dire qu'avant la loi santé au travail, la durée de la formation santé, sécurité et conditions de travail était de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 et de 5 jours dans les entreprises employant plus de 300 salariés. Aujourd'hui, l'idée est que pour tous les premiers mandats, quelle que soit la taille de l'entreprise, 5 jours sont nécessaires pour suivre cette formation. Et en cas de renouvellement de mandat, 3 jours seront utilisés pour les élus CSE et 5 pour les membres de la CSSCT des entreprises d'au moins 300 salariés. La loi, elle va apporter également des précisions sur le financement de cette formation santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés. Les opérateurs de compétences vont pouvoir prendre en charge dans les entreprises de moins de 50 salariés une part des coûts. Alors, pour que ce soit clair pour tous, les opérateurs de compétences, ce sont ces organismes qui ont pour mission de financer l'apprentissage, d'aider les branches professionnelles à construire leur certification professionnelle et d'accompagner les PME pour qu'elles puissent définir leurs besoins en matière de formation. Donc, ces opérateurs-là vont pouvoir prendre en charge soit les coûts pédagogiques, soit la rémunération, les charges sociales, soit les frais de transport, de restauration et d'hébergement. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que ce sont les conseils d'administration des opérateurs de compétences qui vont définir les priorités et les critères de prise en charge. Donc, on renvoie cet arbitrage au dialogue social et ça va laisser supposer des variantes possibles entre les branches professionnelles et entre les opérateurs de compétences, des différences en termes de nombre d'heures prises en charge, de contenu, de formation. Donc ça, c'est quand même à noter et le terrain et la pratique détermineront les différences qui existent entre différents opérateurs de compétences. Voilà ce que je pouvais également vous dire sur les modifications qui affectent le CSE. Je vous propose de conclure sur le passeport de prévention. Alors, ce passeport de prévention, c'est une création de la loi santé au travail. Son objectif est de recenser l'ensemble des attestations, des certificats, des diplômes qui sont obtenus par le travailleur
dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail qu'il suit le temps de sa vie professionnelle. C'est un passeport qui doit être mis en place au plus tard le 1er octobre 2022. Il est rempli soit par l'employeur pour les formations relatives à la santé et sécurité au travail qu'il dispense à son initiative, soit il est rempli par le travailleur pour les formations qu'il suit de sa propre initiative, soit il peut être également rempli par les organismes de formation pour les formations qu'il dispense. Donc, la finalité de ce passeport de prévention, pour les entreprises, ça va être de faciliter la gestion du personnel, puisque ça va permettre aux services des ressources humaines des entreprises d'avoir des données complètes et mises à jour sur les profils des collaborateurs et leurs compétences en matière de santé et sécurité au travail. Donc, ça va permettre d'améliorer la traçabilité du parcours de formation de ces différents salariés. La finalité pour le travailleur, elle est que le salarié pourra utiliser ce document pour justifier une demande de formation auprès de son employeur. Et également en cas d'accident du travail, dans le cas où le passeport serait muet ou vierge sur le sujet lié à l'accident, eh bien, le salarié pourrait apporter la preuve que son employeur n'a pas répondu à ses obligations légales. Une finalité plus générale également de ce passeport de prévention, c'est d'éviter les formations surabondantes ou redondantes et de ne financer finalement que les formations qui ont une réelle pertinence dans le parcours professionnel des travailleurs. Voilà, pour que l'employeur puisse consulter l'ensemble des données qui sont contenues dans ce passeport de prévention, y compris notamment celles que lui n'a pas alimentées, hein, celles qui sont soit alimentées par le salarié, soit alimentées par l'organisme de formation, soit alimentées par l'employeur précédent, il faut l'autorisation du travailleur. Les demandeurs d'emploi auront également la possibilité d'ouvrir un passeport de prévention. Sont encore à préciser en revanche certaines choses. Alors, une première chose qui est les sanctions encourues par l'employeur en cas de non-renseignement de ce passeport. Également sont à préciser les modalités de transmission entre l'employeur et le salarié. Certainement, ça passera par voie dématérialisée, mais tout ça est encore à définir. Il est prévu une intégration de ce passeport de prévention dans le passeport d'orientation et de formation et de compétences, ce qui laisse peut-être suggérer que la Caisse des dépôts pourrait assurer un suivi. Bon, à voir. Les modalités de mise en œuvre et les modalités de transmission et de communication entre l'employeur et le salarié sur ce passeport de prévention n'ont pas encore été approuvées par voie réglementaire et on est dans l'attente des décrets qui permettraient d'avoir des réponses un peu claires sur la mise en pratique de ce document. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation sur ces différentes thématiques. Merci pour votre attention. Je reste à votre disposition pour les questions et je vous redonne la parole, Monsieur Garneau. Merci beaucoup, Madame Talino. Oui, donc on voit qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, donc on vous remercie. J'ai pas pu toutes les prendre, mais en tout cas, vous avez vu que si on n'a pas précisé certaines questions qui sont justifiées, en tout cas, c'est que, comme l'a précisé Madame Talino, en fait, l'ensemble des décrets d'application ne sont pas encore sortis. Donc, continuez à poser vos questions. De toute façon, il y a vraiment un temps d'échange à la fin où voilà, on prendra celle où on pense pouvoir vous répondre. Et dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un extrait du chat et on reviendra vers vous, du coup, avec les éléments de réponse qui peuvent vous être communiqués, avec le support qu'on va vous transmettre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de questions et on ne pourra pas tout traiter. Donc, ne soyez pas déçus. On vous fera ça par écrit en suivant le webinaire. Donc, voilà, vous pouvez continuer à poser vos questions. On vous répondra en suivant. Du coup, voilà, on va passer sur la seconde partie avec le docteur Bernal Thomas, qui va nous parler des évolutions du service de santé de prévention. Important de le préciser maintenant. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout l'objet de cette nouvelle. Je vous laisse vous présenter. Oui, merci, Monsieur Garneau. D'abord, merci de m'avoir proposé d'animer cette session et bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis médecin inspecteur. Je m'appelle Nathalie Bernal-Thomas.
Je pense que mes missions sont connues de tous, mais retenez que j'ai la chance d'associer la médecine et particulièrement la médecine, la santé au travail, on dit maintenant au droit, et d'être entourée par des gens qui ont des compétences diverses et variées. Vous en êtes rendu compte au travers de l'intervention de Madame Talino. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter l'évolution des missions des services de prévention et de santé au travail. Dans un contexte que j'aimerais revoir avec vous, la loi santé au travail telle qu'elle a été écrite en août 2021 fait suite à tout un tas de rapports dont vous avez sûrement entendu parler, et elle fait suite surtout à l'accord national interprofessionnel de décembre 2020. Elle fait suite à tous ces rapports parce qu'il y avait des constats. Et les constats, je crois que vous les partagez tout autant que moi et tout autant depuis toutes ces années. D'abord, une offre hétérogène entre les services de santé au travail, un système français qui était plutôt tourné vers la réparation plutôt que de la prévention. Lorsqu'on regarde l'évolution des accidents de travail et des maladies professionnelles, eh bien, leur diminution n'est pas tellement prégnante malgré tout ce qu'on peut faire au quotidien. Les risques émergents, pas forcément pris en compte en continu ou de manière effective. Ensuite, tous les publics n'étaient pas couverts, que ce soit les employeurs, tous les salariés, les multi-employeurs, les particuliers employeurs, un vieillissement de la population. Donc, c'est dans cet état d'esprit que la loi, et vous en êtes rendu compte à travers l'intervention de Stéphane Gallino, a souhaité accentuer la notion de prévention primaire en renforçant certaines mesures relatives aux documents uniques, mais a aussi insisté sur la notion de traçabilité. Donc, on va revenir bien sûr sur toutes ces thématiques-là. Et c'est dans cet état d'esprit que la loi a souhaité donner un autre nom au service de santé au travail, qui déjà avait connu une modification en 2002. Il s'appelle désormais les services de prévention et de santé au travail. Monsieur Garneau venait de le rappeler à l'instant. Alors, ces services de santé au travail, ils vont être dotés d'une certaine certification, on en reparlera tout à l'heure, mais ils vont surtout avoir de nouvelles missions, ou plutôt une redéfinition de leur mission. D'abord, quelque chose qui est extrêmement important, ils n'auront plus la mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, mais une mission principale. Alors, pourquoi principale? Parce qu'à côté de cette mission-là, il va y avoir d'autres missions de santé publique, en particulier préserver au cours de la vie du travailleur un état de santé qui va être compatible avec le maintien en emploi. Donc, vous voyez une prise en charge du vieillissement de la population et de l'allongement de la durée de vie au travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le contexte, ces missions vont être élargies à certains publics qu'on va voir, et puis on va introduire des notions de base, une offre de base que le service de santé au travail va devoir fournir à ses adhérents et à leurs salariés, de même que des offres complémentaires. Donc, je vous propose de balayer tout ça. Alors, l'offre socle des services de santé au travail, qu'est-ce que c'est? Il faut que vous l'entendiez comme un minimum que le service de santé au travail va devoir fournir auprès de ses adhérents. Alors, cette offre socle, elle va être obligatoire. Et ce que souhaite la loi, c'est de renvoyer une certaine homogénéité dans les services rendus aux entreprises et aux salariés. Et cela autour de 3 thèmes. La prévention des risques professionnels, le suivi médical des salariés et la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, cette offre socle va servir, j'allais dire, de base à l'évaluation du service, à sa certification, qui est une notion, comme je vous le disais à l'instant, un peu nouvelle, où les services vont devoir être audités par des organismes indépendants quant à, j'allais dire, la pertinence de l'offre socle, mais aussi quant à leur gestion financière du service, quant aux services rendus aux entreprises, quant au système informatique utilisé. Et au jour d'aujourd'hui, les services de santé au travail, depuis la promulgation de la loi, auront 2 ans pour être certifiés. Donc, une volonté de transparence à l'égard des employeurs et des salariés, puisque seront rendus publics
les offres que vont proposer les services de santé au travail à leur entreprise. Donc, notamment, vous aurez le contenu de l'offre socle, mais aussi des offres complémentaires que le service de santé au travail pourra délivrer. On va en reparler dans quelques instants. Donc, cette offre, elle va être auditable, comme je viens de vous l'expliquer, dans un contexte donc, de certification. Elle va être évolutive et cette offre, elle va être incluse dans le montant de vos cotisations au service de santé au travail. Donc, vous savez que ces cotisations font l'objet au préalable d'un contrat de type associatif au moment de votre adhésion entre l'entreprise et le service de santé au travail. Alors, diapo suivante, c'est pas parce qu'il y a une offre socle que les services de santé au travail ne vont pas continuer à conduire des actions qu'ils conduisaient déjà et qui font partie de leur mission légale. Donc, mission de veille sanitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la veille sanitaire et la traçabilité des risques professionnels? C'est la participation des services de santé au travail à des enquêtes nationales pour avoir des données, des indicateurs sur l'état de santé de la population. Donc, c'est un volet des actions du service santé au travail particulièrement important. Et puis aussi des missions de santé publique. Et là, la loi a souhaité accentuer les missions de santé publique, probablement, dans le contexte de la crise sanitaire, un rapprochement, une transversalité entre la santé au travail et la santé publique, en faisant les campagnes de dépistage et de vaccination au sein des entreprises, donc telles que vous avez pu le connaître avec la crise sanitaire, mais aussi des actions de sensibilisation sur les bénéfices de l'activité sportive, sur l'information et la sensibilisation au handicap du travail, en fait, toutes les thématiques de santé publique. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, depuis la loi, les services de santé au travail vont pouvoir participer à des commissions qui existent sur le territoire, et ces commissions intègrent tous les professionnels des parcours de soins et qui contribuent en fait à une politique régionale de santé qui découle d'une politique nationale de santé. Donc, vous voyez, il y a vraiment une participation, une reconnaissance des professionnels de santé, des services de santé au travail, dans une politique plus globale de santé nationale. Donc, bien sûr, à côté de ces missions-là, les services de santé au travail, vous le savez, peuvent participer à différentes réunions d'institutions, par exemple le CROCT, par exemple des actions qui ont été définies par convention entre l'adresse et le service de santé au travail. Donc l'offre socle ne va pas gommer tout ça et elle ne sera pas non plus gommée par l'offre complémentaire que les services de santé au travail vont pouvoir proposer aux employeurs. Alors c'est quoi une offre complémentaire? Bien tout simplement, lorsque vous allez demander, je prends un exemple qui peut être compréhensible de tous, lorsque vous allez vouloir avoir une analyse simple de votre risque chimique, par exemple. Bon, y a-t-il un risque chimique, oui ou non? Ça, c'est facile. Comment faire l'évaluation du risque chimique, c'est plus compliqué, vous le savez bien, ça prend beaucoup plus de temps et donc du coup, on pourra imaginer qu'une action comme celle-là, la participation à l'évaluation du risque chimique en déclinant certaines matrices, certains logiciels, pourra donc prendre un peu plus de temps et faire partie d'une offre complémentaire. Au jour d'aujourd'hui, la définition, le contenu et le déroulement, la grille tarifaire de cette offre complémentaire est en attente de décret. Donc, je suis un petit peu désolée sur ce sujet-là. Je ne peux pas vous en dire davantage. Donc, si on reprend mission par mission de l'offre socle, on a dit prévention des risques professionnels avec, comme vous l'avez bien compris, le développement de la prévention primaire. L'objectif pour l'entreprise, c'est bien d'avoir une évaluation de ces risques professionnels et d'être aidé par le service de santé au travail pour réduire ces risques professionnels. Mais pas que. Le service de santé au travail va devoir conseiller l'employeur chaque fois qu'il y aura une modification de l'organisation au sein de l'entreprise pouvant impacter la santé des travailleurs. On entend par là tout ce qui va impacter la qualité de vie et les conditions de travail, le télétravail ou autre.
D'accord? Il y aura aussi un apport du service de santé au travail sur toute la problématique, et c'est déjà le cas, hein, des addictions, du harcèlement moral, sexuel. Donc, il y a, tel que Stéphane Talino vous l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment, j'allais dire, une implication des services de santé au travail dans l'évaluation des risques professionnels et l'accompagnement en tant que conseil. Voilà. Monsieur Garneau, la slide, voilà. Alors, vous allez me dire, mais avec quel outil? Alors, il y a des outils que vous connaissez déjà, qui ne changent pas, c'est la fiche d'entreprise. Alors, cette fiche d'entreprise, elle a fait couler beaucoup de stylos depuis plusieurs années, mais beaucoup d'encre, je veux dire, depuis plusieurs années, mais elle reste quand même parmi ces outils-là. La fiche d'entreprise, elle sera obligatoire dès votre adhésion, dans l'année qui suit votre adhésion, et une mise à jour sera obligatoire tous les 4 ans, voire moins si vous en émettez le souhait. Alors, cette fiche d'entreprise, elle est souvent mal utilisée. Pourquoi? Parce que peut-être que l'entreprise manque d'informations quant à son utilité. La fiche d'entreprise, son contenu est défini réglementairement. Elle a pour objet d'évaluer les risques professionnels au sein de l'entreprise, mais versus services de santé au travail, et de proposer à l'employeur des pistes de prévention après analyse de la prévention existante dans l'entreprise. Alors, vous allez me dire, ben, ça ressemble au document unique. Ben oui, ça ressemble au document unique. Et l'idéal, c'est de pouvoir s'en servir comme réflexion à l'élaboration du document unique. Bon. Donc, le service santé au travail, désormais, pourra et continuera, parce que c'est déjà fait, à servir d'appui à travers sa fiche d'entreprise à l'évaluation du document unique. Donc, vous l'avez compris, accompagnement et mesures de prévention à l'évaluation des risques. Donc, chaque fois que vous vous poserez une question sur un risque professionnel dans votre entreprise, des actions, mise en place d'actions collectives de prévention primaire au moins une fois toutes les 4 ans, alors collectives ou pas d'ailleurs, mais plutôt collectives. C'est par exemple lorsque vous demanderez au service de santé au travail de déployer une réunion de sensibilisation sur le risque chimique, puisqu'on a pris cet exemple-là, ou par exemple de réaliser des analyses métrologiques au sein de votre entreprise. Donc, tout ce qui sera plutôt des actions de prévention primaires. Ensuite, il ne faudra pas oublier, pardon, monsieur Garneau, je n'ai pas fini, il me manque une phrase. Il ne faudra pas oublier effectivement la participation au CSE du médecin et l'obligation pour lui d'élaborer un rapport pour les entreprises de plus de 300 salariés. Slide suivante, merci. Sur le volet suivi individuel de l'état de santé du salarié, donc tout le monde connaît ça, je pense, et bien sûr, c'est bien de continuer le suivi réglementaire que vous connaissez déjà, mais avec des modifications qui sont apportées par la loi, et ça pour vous c'est extrêmement important, c'est la possibilité au jour d'aujourd'hui que le salarié puisse bénéficier d'une visite de pré-reprise à partir de 30 jours d'arrêt maladie et non plus 3 mois. Donc, hein, c'est une notion importante à retenir. Une notion également importante, c'est que cette visite, elle ne pouvait être organisée autrefois que par le médecin traitant, demandée par le médecin traitant, le salarié ou le médecin conseil de l'assurance maladie. Aujourd'hui, elle peut être demandée par le médecin du travail. Donc, ça, c'est aussi une notion très importante. Modification de la durée des arrêts concernant les demandes de visite de reprise pour les arrêts qui ne sont ni liés à un accident de travail ni à une maladie professionnelle. Le délai requis est désormais de 60 jours. Voilà. Les autres dispositions sont inchangées. Hein. Donc, absence de limite de durée pour les arrêts maladie professionnelle, 30 jours pour les accidents de travail et pour les visites de reprise, maternité, allaitement, post-accouchement, ça ne change pas également. Introduction en parallèle de nouvelles visites, ça aussi c'est important pour vous, les visites de mi-carrière et les visites de fin de carrière post-exposition qu'on va détailler ensemble. Dans ce contexte, il faut que vous compreniez que
il y a en parallèle, et je ne voulais pas détailler là, mais je vous le dis quand même parce que c'est très important de faire le lien avec ce que Stéphane Talino a pu vous présenter tout à l'heure, il y a le développement du dossier médical partagé qui va pouvoir être alimenté au cours des visites médicales par le médecin du travail après le consentement du salarié. Donc, le document médical partagé, au jour d'aujourd'hui, n'était pas accessible au médecin du travail. Et cet accès au dossier médical partagé va permettre au médecin du travail de pouvoir apporter des éléments permettant la coordination des soins pour le salarié. Donc, c'est important pour le médecin du travail d'avoir toutes les données du poste de travail et de l'exposition. Donc, voyez dans toutes ces modifications un contexte numérique également qui va faciliter la transmission de certaines données. Slide suivante. Donc, introduction d'une visite de mi-carrière, c'est une visite qui va être réalisée à 45 ans, en règle générale, ou à un âge qui va être défini par accord collectif de branche. C'est une visite qui va pouvoir être couplée avec une autre visite, mais sans dépasser une échéance de 2 ans. Donc, en bref, la visite elle va pouvoir être réalisée entre 43 et 45 ans. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est à mi-carrière, d'essayer de faire une détection précoce d'une possible désinsertion professionnelle. Je m'explique, c'est-à-dire que vous savez bien que la visite en santé au travail n'est pas une visite de médecine générale. C'est une visite qui évalue la capacité en termes de santé du salarié au regard du poste de travail qu'il occupe et donc des risques professionnels. Et l'objectif, c'est de détecter une difficulté du salarié à ce moment-là pour essayer d'amener des actions correctives au sein de l'entreprise, bien sûr en rendant donc les données anonymes, mais aussi de pouvoir conseiller le salarié sur d'autres mesures de formation professionnelle qu'on verra donc un petit peu plus tard. Donc l'objectif, c'est sensibiliser aussi le salarié à tous les dispositifs d'accompagnement qui existent au jour d'aujourd'hui en cas de difficulté à son poste de travail, mais aussi de lui rappeler les mesures de prévention qui existent et que vous avez, vous, mis au sein de votre entreprise. Alors, tous les professionnels de santé vont pouvoir réaliser cette visite de mi-carrière, mais je vous rappelle que seul le médecin du travail peut proposer des aménagements de poste. Un nouvel acteur va pouvoir participer aux échanges, non pas à l'examen médical, mais aux échanges entre le salarié et le médecin du travail en cas de consentement du salarié. C'est le référent handicap qui existe donc dans les entreprises pour essayer de comprendre la situation et essayer d'être force de proposition dans les aménagements de poste ou d'amener des informations complémentaires pour ce faire. Slide suivante, s'il vous plaît. Ce sont des données un peu compliquées, j'en suis bien consciente, mais il faut quand même que vous ayez ces notions-là, les visites de fin d'exposition et de fin de carrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à présent, les travailleurs qui avaient bénéficié d'une surveillance médicale renforcée ou qui avaient bénéficié d'une surveillance médicale renforcée, lorsqu'ils partaient à la retraite, pouvaient bénéficier d'une visite de fin de carrière. Au jour d'aujourd'hui, cette notion, elle est étendue aux salariés, certes, qui part à la retraite, mais qui va changer d'entreprise et qui a été exposé à certains risques qui ont induit sa classification en CIR, hein, puisqu'on appelle ça surveillance individuelle renforcée. Alors, ce sont des risques que vous connaissez, hein. C'est l'amiante, le plomb, les agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, les agents biologiques du groupe 3 et 4, le risque hyperbare, les risques de chute en hauteur lors des opérations de montage, démontage, d'échafaudage, les rayonnements ionisants. Donc, par contre, là, dans ce cas-là, c'est une visite médicale qui va être réalisée par le médecin du travail et non pas par tous les professionnels de santé. Hein, puisque je vous ai rappelé que le médecin du travail, c'est le seul à pouvoir faire des propositions et vous allez voir sur quoi va déboucher cette visite. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être utile de savoir comment faire, vous, en tant qu'employeur, pour déclencher cette visite. Donc, dès que vous avez la connaissance du départ de votre salarié, donc soit de votre entreprise ou soit à la retraite, vous devez en informer le service de santé au travail.
Et vous devez aviser sans délai le salarié également. Salarié qui lui aussi peut demander cette visite, si vous avez oublié de la demander, dans le mois qui suit son départ et jusqu'à 6 mois après la cessation de l'exposition. Une fois que le service de santé au travail reçoit votre demande, il va analyser la recevabilité, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement le salarié fait bien partie des cas où il faut réaliser cette visite. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le médecin va remettre un document qui va faire un état des lieux de l'ensemble des expositions auxquelles le salarié aura été exposé. Et surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va initier et non plus préconiser, mais vraiment être acteur en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil de ce qu'on appelle la surveillance post-professionnelle, c'est-à-dire la surveillance médicale qui doit être mise en œuvre une fois que le salarié a été exposé à un risque particulier. Donc, vous l'avez bien compris, l'objectif de cette visite, c'est bien d'établir une traçabilité de l'exposition et la surveillance médicale qui en découle. Alors, je vous ai mis en gros, en jaune, hein, c'est pas parce que la cessation de l'exposition au risque, ça ne veut pas dire forcément départ à la retraite, ça peut être un changement d'entreprise ou carrément aussi un changement de poste de travail. Une mission particulièrement importante, et vous l'avez compris tout à l'heure, c'est la mission de prévention de la désinsertion professionnelle. Comme vous l'a dit M. Garneau tout au début de la réunion, on n'a pas pu tout vous traiter, mais j'ai pensé que c'était quand même important de vous dire que maintenant, dans chaque service de santé au travail, il va y avoir une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, et pour les services de santé au travail qui ne pourraient pas en avoir une parce que trop petit, cette cellule, elle va pouvoir être mutualisée. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un salarié qui est en difficulté professionnelle avec un risque de désinsertion professionnelle. Vous pouvez solliciter la cellule de prévention des insertions professionnelles au même titre qu'elle peut être sollicitée par le salarié et bien sûr par toutes les équipes du service de santé au travail. Alors, c'est quoi sa mission de cette cellule? C'est d'abord un accompagnement individuel. La cellule reçoit le signal et va, avec l'ensemble des partenaires, avec l'ensemble des équipes du service de santé au travail, pour les partenaires, j'entends le service social de la Caisse d'assurance maladie, AGFIP, Cap Emploi, va élaborer un plan de retour à l'emploi. Plutôt que de laisser le salarié en arrêt de façon indéfinie, c'est surtout essayer de réfléchir à un plan de retour à l'emploi. Slide suivante, s'il vous plaît. À l'échelon collectif, lorsqu'un médecin du travail établit, par exemple, sur un secteur donné, dans une entreprise donnée, un nombre d'inaptitudes qui apparaît disproportionné, on doit se poser la question de se dire, est-ce qu'il y a dans cette unité, dans cet atelier, un risque de désinsertion professionnelle? Donc, c'est vraiment un repérage précoce des situations qui peuvent mettre les salariés en difficulté et du coup, de vous sensibiliser aux mesures de prévention qu'il faudrait donc déployer à l'échelon de l'atelier ou de l'unité considérée. À travers ces missions collectives, bien sûr, la cellule est là pour vous informer de tout ce qui peut exister en termes d'accompagnement, mais aussi informer l'ensemble des salariés, des partenaires sociaux plus généralement, et puis aussi de vous lister tous les accompagnements qui existent et de vous faire des propositions. Mais gardez en tête, c'est surtout le repérage précoce des risques de désinsertion professionnelle. Slide suivant. Toujours dans cet même état d'esprit de prévention de la désinsertion professionnelle, la loi a créé la possibilité de rendez-vous de liaison. Et je crois qu'au cours de toute ma carrière de médecine du travail, j'ai toujours entendu des entreprises, des employeurs me dire « mais comment on pourrait rentrer en contact avec notre salarié qui est en arrêt? Quand est-ce qu'il va revenir? Et s'il ne revient pas, comment je fais ?» Eh bien, la loi vous donne au jour d'aujourd'hui la possibilité d'organiser un rendez-vous de liaison à ce qui va associer bien votre présence, évidemment, le salarié qui est en arrêt et le médecin du travail, en fait, le professionnel de santé plus largement. Alors, comment? Eh bien, vous allez, si vous voulez organiser ce rendez-vous de liaison, il va falloir en avertir votre salarié, évidemment, lui expliquer
L'objectif de ce rendez-vous, bien, c'est de pouvoir lui expliquer qu'il a le droit à une visite de pré-reprise, discuter avec lui de ses difficultés, des possibilités d'aménagement du poste de travail. Le travailleur peut refuser de venir, ça, il faut le savoir, et ça ne peut pas motiver de sanctions particulières. Et vous devez prévenir le service de santé au travail de l'existence de ce rendez-vous de liaison. Et donc, la loi a prévu 8 jours avant la tenue du rendez-vous. Je vais sortir un peu de la loi, mais je vais vous conseiller peut-être au-delà de 8 jours, puisque les professionnels de santé ont souvent des plannings très chargés. Slide suivante. Mieux accompagner certains publics, je vous l'ai dit tout à l'heure, certains publics étaient insuffisamment accompagnés. Donc, on a souhaité, par exemple, pour les salariés des entreprises extérieures, qu'ils aient la possibilité d'être suivis pour la prévention des risques professionnels, et non pas pour le suivi médical, mais la prévention des risques professionnels. Lorsque l'entreprise dispose d'un service de santé au travail autonome, dans sa propre structure, la possibilité que ses salariés soient suivis. Simplement, il faut quand même des conditions. Il faut que l'intervention revêt un caractère permanent, ou alors il faut 2 conditions cumulatives, c'est que l'intervention du salarié extérieur avoisine 400 heures sur une période de moins de 12 mois, ou si au cours de l'intervention, on se rend compte que ça va faire 400 heures, eh bien oui, ça peut être retenu, et que surtout le salarié soit exposé à des risques particuliers, notamment tous les risques dont on a parlé tout à l'heure, qui entraînent une classification en surveillance individuelle renforcée, ou qu'il soit exposé à un travail de nuit. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour les salariés intérimaires, possibilité également pour une entreprise qui dispose de ce service autonome de faire suivre les intérimaires après avoir passé une convention avec l'entreprise intérimaire par le service de médecine du travail autonome propre à son entreprise, et introduction pour une durée de 3 ans d'une certaine expérimentation. C'est une sensibilisation des salariés intérimaires à leurs risques professionnels, mais sans remplacer donc la visite initiale que vous connaissez donc jusqu'à présent. Cette expérimentation de 3 ans va faire l'objet en fait d'une évaluation et d'un rapport que le ministère du Travail va devoir donner au Parlement. Cette évaluation va découler de l'ensemble des résultats à l'échelon régional qui seront, j'allais dire, collectés après avoir passé des conventions entre les services de santé au travail et la direction régionale. Les autres publics, et j'avoue que je suis assez contente de pouvoir présenter cette diapositive. Bon, en particulier, donc, pour les travailleurs indépendants, la possibilité pour un service de santé au travail de proposer une offre spécifique qui devra, bien sûr, j'allais dire, être une offre proche également de l'offre socle, mais aussi qui pourrait être proche d'une offre complémentaire, mais en tout cas adaptée à l'activité des travailleurs indépendants. Donc, le travailleur indépendant choisira son service de santé au travail, il aura une adhésion d'1 an qui sera reconductible tacitement. Donc, une ouverture pour les travailleurs indépendants, une ouverture pour les chefs d'entreprise qui vont pouvoir enfin bénéficier de la même offre que pour leurs salariés, ça paraissait important. Pour les particuliers employeurs, une obligation d'adhérer au service de santé au travail. Un texte réglementaire est toutefois attendu puisqu'il y a des choses qui sont encore à préciser, notamment le montant de la cotisation, le recouvrement. Pour les pluralités employeurs, en cas de salariés qui occupent des emplois identiques, une mutualisation en fait, mais on attend aussi ici le texte, donc je ne pourrais pas vous donner de précisions supplémentaires. Dernière diapositive pour vous dire, pour que vous ne soyez pas surpris, mais déjà vous en avez un petit peu l'habitude. Au jour d'aujourd'hui, le médecin du travail peut, je dis bien peut, n'a pas l'obligation, mais peut déléguer
toutes ces tâches, toutes les visites médicales aux infirmières qui, bien sûr, devront avoir une compétence, une formation adéquate, sauf les visites d'aptitude, d'inaptitude et les visites de fin de carrière. Et sauf en cas d'aménagement nécessaire du poste de travail. Donc, je pense qu'au début, peut-être que vous allez vous poser des questions sur ces thématiques-là et j'ai préféré donc vous rajouter cette slide. J'ai essayé de respecter le temps, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Bien sûr, je reste à disposition pour toutes les questions. Je voudrais juste vous dire quatre principes clés importants ou quatre choses à retenir qui me semblent importantes. C'est vraiment l'accompagnement des services de santé au travail à l'évaluation de vos risques professionnels, ça c'est important. Donc vous l'avez compris avec ce que vous a expliqué Stéphane Talino, c'est ce document unique qui va être transmis au service santé au travail, va alimenter le dossier médical en santé au travail du salarié pour que justement, s'il a besoin d'une surveillance particulière, il puisse en bénéficier. Deuxième point important, la modification des délais de visite de pré-reprise, 30 jours, visite de pré-reprise, maladie simple, 60 jours, donc ça c'est important. Ensuite, l'existence de cette cellule de prévention vers laquelle vous pouvez toujours vous retourner en cas de difficulté, avec maintenant la possibilité d'un rendez-vous de liaison organisé par vous-même. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Avant de passer aux questions, je vais juste vous faire un petit rappel des prochains rendez-vous. Donc, pour clôturer en fait ce premier semestre, on est un petit peu hors champ des rendez-vous sécurité que vous connaissez habituellement, mais on va présenter en fait le nouveau PRST, donc qui est le plan régional santé au travail, donc et l'ensemble des actions concrètes qui sont proposées aux entreprises. Donc ça, on est toujours aussi dans notre partenariat avec la DRET Occitanie et bien sûr l'ensemble des acteurs du plan régional santé-travail. Donc ça sera un format, en fait, on va vous présenter toutes ces actions. Donc elles sont déclinées en 16 points avec les outils associés pour les entreprises. Donc pourquoi elles ont été choisies, qu'est-ce qu'elles vont apporter et bien évidemment, voilà, vous venez chercher un petit peu de documentation, d'outillage pour traiter les problématiques en santé et sécurité au travail. Voilà. Donc ça sera le mardi 21 juin de 10h30 à midi. Et on vous donne déjà la date donc, pour le prochain rendez-vous santé-sécurité, donc, qui sera le numéro 6, donc le jeudi 22 septembre à 14h30, voilà, sur l'égalité professionnelle et de santé au travail des femmes. Donc les liens seront actifs dans les supports qu'on va vous transmettre. Donc voilà, on a vu quelques questions passer dans le chat. Mais voilà, les supports vous seront transmis en suivant en suivant le webinaire. Voilà. Et si vous voulez qu'il y en ait des soucis de transmission, vous n'hésitez pas à relancer votre conseil local ou directement moi, je vous le transmettrai avec grand plaisir. Voilà, donc j'ai vu que le chat a été riche en questions. Oui, c'est ça, oui. C'est ce que Donc, je vois. je vous propose de passer, voilà, avec nos experts à la partie questions-réponses, voilà, qui sera co-animée avec Priscille Julien. Priscille, du coup. Oui, voilà, merci, je te remercie Vincent. Du coup, Madame Talino, je me propose de vous poser quelques-unes des questions qui ont été abordées en clair sur le fait qu'il y a certaines questions qui ne peuvent pas être posées là parce qu'il y en a de très nombreuses, mais qu'il y aura effectivement une réponse qui sera faite à posteriori. Alors, si on revient sur la partie en fait conservation, archivage et aussi l'accès aux anciens travailleurs que vous avez précisé, une question qui a émergé, c'est en fait, est-ce qu'aujourd'hui il est nécessaire de repérer clairement les risques pour chaque individu, finalement de manière nominative, et donc est-ce qu'il faut affecter les individus unité de travail? Alors, comme je vous l'indiquais, effectivement, ça va obliger les entreprises à mettre en œuvre des outils de suivi
et d'affectation des salariés peut-être un peu plus précis, la logique de l'évaluation des risques, elle ne change pas en ce que c'est une évaluation collective avec comme clé d'entrée l'unité de travail. Cette obligation de mise à disposition, comme je le disais, s'articule avec une logique de traçabilité collective. Donc, il y aura nécessairement aux entreprises l'obligation de mettre en œuvre des outils de suivi. Après, sur l'évaluation elle-même dans l'unité de travail, c'est bien la clé d'entrée. Il n'y a pas d'obligation d'individualiser cette évaluation des risques, ça n'est pas la logique, mais effectivement, dans son obligation de mise à disposition, cette individualisation intervient. Donc, il faudra mettre en œuvre des outils internes qui faciliteront cette mise à disposition. Merci. Alors, une question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on sait concernant la mise en ligne du portail national qui va permettre aux entreprises d'enregistrer leurs documents uniques. Et en complément de cette question, une question qui a été posée en fait sur le fait que peut-être l'outil OIRA pourrait être un des outils consacrés à ce portail. Là-dessus, on est en attente réellement des modalités de fonctionnement. Comme je le disais, le portail numérique, l'idée, c'est que c'est un organisme qui va être géré par les organisations professionnelles qui en assurera le suivi. Les organisations professionnelles d'employeurs ont rendu leur copie avec un cahier des charges sur le déploiement et sur le fonctionnement de ce portail numérique au ministère. On est dans l'attente là de la création de ce support. Donc, on n'a absolument pas d'informations plus précises à ce stade sur la mise en œuvre pratique et les modalités pratiques de fonctionnement du support. Mis à part que la loi demande à ce que ce soit un organisme géré par les organisations professionnelles qui en assure la gestion. Et le prochain rendez-vous, là, il est soit une réponse favorable et un agrément du gouvernement, soit si la proposition faite par les organisations d'employeurs ne sont pas à la hauteur des attentes du ministère et ne répondent pas aux impératifs posés par la loi, le gouvernement reprendra la main au 30 septembre 2022. C'est à ce stade tout ce que nous savons sur ce support. Bien, merci. Alors, il y a aussi beaucoup de questions sur le passeport de prévention, notamment sur finalement qui est-ce qui le détient, comment ça se passe pour les intérimaires, est-ce qu'il existe un modèle ou un formalisme? Je vous fais que des réponses très, très imparfaites et très imprécises, j'en suis navrée, mais effectivement, les questions qui sont posées sont les bonnes, puisque c'est des questions pour lesquelles nous n'avons à ce jour pas de réponse. Donc, le passeport de prévention, la seule chose que nous savons, c'est qu'il doit être déployé au plus tard au 1er octobre 2022. Pour l'instant, sur les modalités pratiques de son déploiement, on n'a pas d'éléments puisque c'est les décrets et la voie réglementaire qui apportera des réponses. Les seules pistes que l'on peut deviner, c'est que de par son intégration au passeport d'orientation et de compétences qui, lui, est géré puisque l'État a délégué la gestion de ce passeport d'orientation et de compétences qui a été créé en 2018 dans mon souvenir. L'État avait délégué aux caisses de dépôt la gestion de ces passeports. Donc, est-ce qu'on va s'intégrer dans cette logique de caisse de dépôt qui va être gestionnaire ou à ce stade, on n'a pas plus d'éléments. Et de modèles existants de passeports de prévention, j'en ai pas connaissance. Bien, ben merci beaucoup. Une dernière question, simplement parce qu'elle a été posée. Voilà, est-ce qu'il est possible de trouver quelque part un modèle de Papri Pacte? Eh ben, c'est une excellente question. Je ne sais pas. À ce stade, Voilà. c'est extrêmement nouveau. Donc, peut-être que les branches se sont déjà, j'imagine que les branches professionnelles vont s'organiser pour pouvoir apporter des modèles. À cette heure-ci, je n'ai pas connaissance de l'existence de modèles. On va peut-être faire à l'issue du webinaire, c'est effectivement recensé avec Vincent si on trouve. Enfin, voilà.
Alors, Voilà, le cas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on avait quelques problèmes pour t'entendre, Priscille. Donc, juste, oui, c'est ce que j'avais précisé tout à l'heure, vu qu'il y avait eu beaucoup de questions. Dans tous les cas, vous aurez les coordonnées de nos deux expertes qui sont dans le support. Et nous, avec les CCI, du coup, on va faire voilà, un document Word qui sera associé pour reprendre les questions peut-être type avec des compléments qu'on vous apportera par écrit avec les références. On en a vu certaines, là, notamment qu'on va traiter là, sur qu'est-ce qu'un référent handicap. Voilà, on va vous poser la question, mais dans tous les cas, on remettra les liens pour aller voir sur les sites officiels de toutes ces questions que vous avez pu poser. Tant que j'ai la parole, du coup, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec les CARSAT d'Occitanie, donc CARSAT Midi-Pyrénées et CARSAT Languedoc-Roussillon, on avait eu la chance en fait d'avoir un référent de l'INRS qui était intervenu sur l'outil OIRA notamment. Et par anticipation, on avait pu lui poser la question sur l'évolution potentielle du logiciel du coup pour justement répondre à cette nouvelle obligation de conservation. Et donc, la réponse qui avait été apportée, c'était que le OIRA, du coup, était un outil d'évaluation et pas forcément de conservation. Donc, l'outil, il vous permet en tout cas de créer votre compte en ligne, de faire la mise à jour de votre évaluation des risques et il vous permet en fait d'extraire donc en différents formats votre évaluation des risques. Et c'est cette extraction que vous allez devoir déposer en fait pour archivage au niveau des instances. Vincent, peut-être que sur les questions pour Mme Talino, j'en avais terminé. Je te laisse peut-être. Oui. Donc, je prends la main du coup pour les réponses qui avaient été posées voilà, pour vous, docteur Bernal. Donc, concernant du coup, voilà, j'en parlais, le référent handicap, on avait plusieurs voilà, questions en une. Hein. C'était du coup, qui est ce référent handicap? Comment il est matérialisé? Est-ce que c'est un médecin ou quelle personne physique? Hein. Et du coup, est-ce qu'il est présent dans toutes les entreprises obligatoirement? Alors, pour les notions que j'en ai, c'est les référents handicap étaient obligatoires pour les entreprises de plus de 300 salariés. Ça peut être tout à fait un salarié de l'entreprise qui est désigné comme tel. Tout, si je peux Oui, compléter. Je vous écoute, oui. oui, c'est l'intérêt, puisqu'il y a des questions juridiques derrière ça. Je ne sais pas s'il y a eu une évolution des textes concernant ce référent handicap. À ma connaissance, Pas à ma ma connaissance, sans trop vous raconter de bêtises, je pense qu'on est à peu près aussi sur une création aux alentours de 2018, 2017, 2018. Et c'est un référent handicap qui doit être mis en. C'est une obligation dans les entreprises de plus de 250 salariés. Oui, Et de c'est 1936. normalement effectivement un salarié de l'entreprise qui a vocation à faire une interface hein, et un accompagnement des personnes handicapées, d'avoir une vision et de mener des actions sur le recrutement, sur toutes les phases de la carrière de travailleurs handicapés dans l'entreprise. Donc, c'est une obligation pour les entreprises de plus de 250. Voilà, bon, moi j'avais noté 300 dans mes recherches, mais bon, donc on va faire confiance à Madame Talino qui est responsable du contentieux. Pour ceux que moi j'ai croisés tout au long de ma carrière, sont souvent des gens qui sont particulièrement impliqués depuis très longtemps dans ces notions-là, qui ont eu beaucoup de formations relatives à cette thématique-là. C'est vraiment des échanges très intéressants. Je rebondis directement avec une question du chat. Est-ce que du coup, ce référent est systématiquement membre du CSE ou bah voilà, par des fois des activités extra-professionnelles ou juste des affinités, il peut être volontaire affiché en fait? Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas un membre forcément. Le référent harcèlement est nécessairement un membre du CSE. Le référent handicap Ça peut peut être salarié, volontaire. Tout à fait. Tout à fait, ouais.
Très bien, merci pour ces compléments. On avait une question un petit peu sur les évolutions voilà, du service de santé et notamment le rôle entre les IPRP et les médecins du travail. Du coup, est-ce que vous avez une idée, toujours pareil, de comment va s'articuler un petit peu les services de prévention, le service médical et le service de prévention de désinsertion professionnelle? Alors, ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est que, alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Bon, la loi n'a pas fait non plus une révolution, hein, on est d'accord sur ces questions-là, hein. Déjà, les services de santé au travail fonctionnent comme ça. Mais le médecin du travail, avant, coordonnait l'équipe pluridisciplinaire. Aujourd'hui, il peut continuer à la coordonner, mais il peut aussi désigner quelqu'un d'autre pour coordonner l'équipe pluridisciplinaire. Voilà, donc ça, c'est important. Au sein des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, on va avoir de nouveaux textes qui vont déterminer la composition de la cellule pluridisciplinaire. Donc là, pour l'instant, je serai assez réservée parce qu'on manque de textes. Donc, pas vraiment de grands changements. Bon, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne s'agit pas de faire une dichotomie dans un service de santé au travail entre ce qu'on appelle strictement le service médical avec l'infirmière et le médecin et les équipes techniques, entre guillemets. Puisque, en fait, le travail, l'objectif du travail, il est bien commun, il est bien partagé. C'est l'entreprise et ses salariés. D'accord? Donc, l'objectif, on a vu les missions tout à l'heure, ce sont les mêmes, mais avec des fonctions un petit peu différentes et croisées. Et c'est, j'allais dire, la notion d'équipe pluridisciplinaire a apporté vraiment, de mon point de vue, un plus dans l'approche de la santé au travail parce que c'est la réunion de plusieurs acteurs et de savoir-faire autour de problématiques qui sont très différentes. Donc surtout, ne pas faire de dichotomie, mais continuer à travailler ensemble pour le bien-être des entreprises et des salariés. Ça, c'est indispensable. Donc, en pratique, je dirais, ne pas, c'est ce que je dis d'ailleurs au service de santé au travail quand je les rencontre, un adhérent qui appelle l'équipe technique pour une intervention, eh bien, il faut que le médecin du travail soit au courant. C'est indispensable. Sinon, nous, les médecins du travail, on ne peut pas examiner le salarié en bonne et due forme puisqu'on n'a pas la connaissance d'une action récente dans une entreprise, dans l'entreprise donnée. Donc, vraiment, ne pas dichotomiser, ça, c'est très important. Très bien, oui. Bah, c'est le fonctionnement en mode équipe projet en fait. Voilà, tout le monde aura à apporter sa pierre à l'édifice. C'est ça, voilà. C'est l'intelligence collective. Concernant ensuite les nouvelles offres complémentaires, donc j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas forcément encore tous les éléments. Non. Une question, est-ce que du coup ça sera inclus dans les cotisations ou vraiment il y aura des tarifs, je sais pas comment, il y avait peut-être une grille de tarifs. Il y aura, voilà, il y aura. Combien vont-elles coûter en fait? On avait cette question. De ce que j'ai compris, de ce qui nous a été dit, il y aura surtout une grille apparemment spécifique, mais je ne voudrais pas m'avancer sur des textes qui sont en attente, hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros elles seront Pour encadrées l'instant, en voilà, pour fonction, l'instant, on en attend. fonction Voilà. des prestations. Les textes sont attendus pour le 30 juin. Très bien. Bah, écoutez, pour respecter les délais, je pense on a fait le tour des principales questions. Je voulais remercier nos deux experts et également vous pour votre participation active et vos questions. Donc voilà, le support, je le répète, vous sera retransféré par votre CCI local. Vous aurez également le lien du coup pour revisionner ce webinaire. Donc je vous demande si vous avez la possibilité de rester encore quelques petites secondes pour compléter notre questionnaire de satisfaction. Donc il faut l'ouvrir en fait. Via l'application qui va s'ouvrir. Donc, c'est les trois petits points, en fait, hein, où, logiquement, vous avez le vote qui va s'afficher
sur votre ordinateur. Donc, c'est l'enquête de satisfaction classique, hein. Est-ce qu'elle est bien apparue pour tout le monde? Donc voilà, bah, écoutez, merci à tous. Du coup, on vous transférera voilà, tous les supports. On fera une checklist de l'ensemble des questions sur lesquelles on peut vous répondre. Et sinon, on vous mettra, bah, c'est en attente de décret. Encore merci pour votre participation. Et du coup, on se retrouve bah, le 21 juin pour la présentation des outils du nouveau plan régional santé au travail. Merci à tous et bonne fin d'après-midi.